Alors bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 36 ans, je suis installé à Watteville depuis 2 ans et demi maintenant. Je suis arrivé au Québec à Sherbrooke en 2013. Et puis assez rapidement, assez progressivement, je suis tombé en amour avec la région, les paysages, le foisonnement culturel et puis l'agroalimentaire, le milieu. Donc je suis né en France en 1987. Et puis donc je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Toulouse, dans le sud de la France. Après ça, j'ai fait des études d'ingénieur à l'école centrale de Lyon, à Lyon, avant de faire un doctorat en mécanique sur les moteurs d'hélicoptères. Donc ça, c'était dans la région de Pau, dans le sud-ouest. Puis je dois dire, c'est vraiment là ma région de cœur. Les Landes, les grandes forêts landaises, les montagnes, les paysages, la nourriture, le jurançon, le foie gras. À l'époque, je voulais devenir professeur des universités. Je suis arrivé au Québec pour faire un post-doctorat à l'université de Sherbrooke. Puis donc j'ai fait ça pendant quand même 10 ans, le post-doctorat à l'université. Il y avait toujours un ailleurs qui m'appelait, il y avait quelque chose qui n'était pas comblé. J'ai mis longtemps à comprendre en fait et à juste déjà l'accepter parce que c'était quand même beaucoup d'années d'études, de persévérance pour se réorienter. Puis un jour, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais petit à petit j'ai commencé à travailler davantage à temps partiel et tout ça, puis je me suis rendu compte que ce que je voulais c'était habiter. Et puis qu'à l'université, quand je travaillais là, j'avais pas l'impression d'habiter. Fait que là, moi ce que je voulais c'était habiter mon corps, habiter ma communauté, habiter mon territoire. Et c'est ça, il y a quelques années, là, ça a commencé peut-être il y a 3-4 ans, mais je suis tombé dans le pétrin. J'ai commencé à faire mon pain, il y a une personne un ami qui m'a juste donné du levain, puis il m'a dit tiens, tu peux faire du pain avec ça. Puis je suis très autodidacte, puis très curieux, fait que j'ai commencé à regarder, ah ok, c'est quoi ça le levain? Puis à faire mon pain, puis ça me faisait du bien, c'était des moments de méditation, des moments de présence sensorielle, des moments où j'étais dans mon corps. Puis là, après ça, je faisais beaucoup de pain, hein, parce que je voulais faire du pain, ça me faisait du bien. Fait que là, je commençais à donner le pain autour. Je donnais le pain à des amis, je donnais du pain à tout le monde. Fait que là, à un moment donné, les gens, ils là, non, mais je vais te le payer, mon pain. Puis ça a démarré comme ça. Puis j'ai commencé à prendre des commandes. J'amenais ça à la Maison des Arts de la Parole, quand on faisait des rencontres de conteurs, j'amenais du pain. Puis voilà, 2 ans et demi plus tard, j'en suis là. Ça a pris la forme d'un fournil au cœur d'un village qui est rassembleur, qui travaille avec tous des produits de terroir, des farines locales qui viennent toutes du moulin de Promel à Coaticook. Et puis moi, je me sens vraiment contenté là. Il y a le lien à la communauté, le lien au territoire. Toutes les discussions qui vont autour, que ce soit avec les producteurs ou avec les personnes du village. C'est tout un sentiment d'appartenance en fait, que je me rends compte que je recherchais. Peut-être parce que, étant français, je suis déraciné, fait que là je cherchais à planter mes racines, puis là j'en ai des papiers racines. Donc oui, la présence au corps, je pense que c'est un point vraiment central dans ce que je fais. C'est ça qui me fait du bien. Je dis souvent, en rigolant, je suis pas boulanger, je fais du pain. Fait que, moi, ce qui me plaît, c'est faire du pain. Quand je suis là, j'ai l'impression d'être sur une piste de danse presque. Je regarde mon corps bouger, je regarde les gestes qu'il fait. Puis plus je les fais, plus les gestes rentrent dans une forme de routine. Tu vois, au début, je débaquais pas comme ça, puis là, hop, c'est fait. C'est comme... Il y a une tranquillité qui se passe de rentrer dans ces gestes-là, dans cette présence à la matière. Tout est différent. Là, je touche la pâte, je la sens, je sens qu'elle est bien fermentée. Elle va pouvoir se détendre, pousser dans le moule encore. Fait que c'est toute cette présence-là aux choses qui laisse aussi l'occasion de divaguer un peu dans ses pensées. Là, je suis en train de vous parler, mais quand je suis tout seul, je travaille dans le silence. Et puis j'attrape un bout de pensée, puis je le laisse filer. Ça donne de la poésie, ça donne des textes
des réflexions, ça donne des visions, des inspirations, ça n'a pas vraiment d'importance ce que ça donne, quoi. Mais puis c'est toujours très enraciné, en fait. Parce que, je veux dire, il y a la matière qui est sans arrêt là à nous rappeler au concret. Il y a un terme, là, j'ai un livre qui s'appelle le Dictionnaire universel du pain. Boulanger poète. Une bonne moitié de la journée consacrée au travail manuel, l'autre cultivée jusqu'à l'érudition donnée aux muses. Boulanger poète, c'est effectivement l'appellation que revendiquent eux-mêmes avec la fierté d'une élite populaire et locale qui se sait abusivement négligée, ceux qui ont œuvré à la composition de rimes réalistes, toujours en suspens entre patient labeur, génie quotidien et culture prolétarienne. Mais c'est juste pour dire, ça existe. Il y a des gens qui se sont dit, je vais faire du pain, puis en faisant ce pain-là, c'est parce que ça pousse. Le pain, on le fait, puis, je veux dire, au levain, il y a 4 heures. 4 heures d'attente, il faut attendre que le processus naturel se fasse. Fait que ça peut prendre la forme il y en a qui sont boulangers paysans, ça c'est un projet qui me parlerait, là. Donc on fait la pétrissée, on a 1 heure de temps, on s'en va au champ, on revient, on s'en va au champ. Ça peut prendre toutes sortes de formes, ça laisse beaucoup d'espace. Ça laisse beaucoup d'espace entre. Ce que ça m'apporte, c'est que d'abord, ça me fait du bien quand je fais ça. Ça, c'est numéro 1. Après ça fait du sens. Parce que j'ai été, entre autres plein de trucs, j'ai été professeur de yoga. On avait, sur la ferme La Généreuse, le yoga à la ferme. On faisait des matinées, yoga, marche méditative, brunch partagé. C'est là que j'ai commencé à faire aussi que les premiers pains. C'est vraiment important le yoga, mais il y a quelque chose qui, je pense, satisfaisait pas mon ingénieur ou mon pragmatique. C'est le côté productif, le côté participer à relever un peu les défis de notre incarnation corporelle, quoi. Le fait qu'on n'est pas juste des êtres pensants, qu'on a toutes sortes d'enjeux, de se nourrir, de se loger, de se vêtir. Les enjeux de bonne utilisation de l'énergie. Donc, mettons, si je pars là-dessus, mais je vais dire, moi je suis en train actuellement de créer une méthode de production boulangère qui est extrêmement résiliente. Parce que je dépends de rien. Bon là je dépends de l'électricité. Éventuellement j'aimerais ça avoir un grand four à bois. Un grand four à bois pour pouvoir pallier aux pannes d'électricité, aux pannes de courant, et ainsi de suite. Mais c'est parce que c'est ça. Ça fait du sens puis ça produit quelque chose, c'est nourricier. Et ça fait que je sens que mon énergie, elle est mise à un endroit, mon énergie corporelle, je veux dire, elle est mise à un endroit qui est utile. J'ai un corps de 36 ans, je suis capable d'en abattre. Je transporte 240 kilos de farine, puis à un moment donné, quand j'étais assis derrière l'ordinateur, puis que je travaillais juste avec mon cerveau, je me disais, mais voyons, je suis en train de gâcher mes années de pleine forme, là. Puis je serais probablement correct, rendu, on verra, là, 55, 60 ans, je sais pas, dans d'autres étapes de vie, d'être davantage assis, puis de passer le flambeau, mais je trouve vraiment qu'à ma période de vie, je trouve un épanouissement à travailler avec mon corps. Donc au niveau de ma pratique, je m'inspire beaucoup de ce que font les paysans boulangers en France. Ce sont des paysans en fait qui cultivent leur propre blé et qui le transforment en pain. Alors en fait, la grande majorité du temps au levain, sans levure. Il y en a plusieurs qui travaillent uniquement à la main, pas de pétrin. C'est des boulangers qui cultivent vraiment le lien au territoire, la connaissance de la provenance du blé. Donc je m'inspire de leur pratique à la fois en termes de comment je travaille ma panification, mais aussi en termes de philosophie, parce que c'est des personnes qui, comme à l'image de Nicolas Soupiot en France, qui est un des pionniers des boulangers paysans, il revendique le fait de connaître l'origine des graines, de connaître le terroir sur lequel ça a poussé, de vraiment refaire du pain et des grains qui sont fondateurs en fait dans notre sédentarisation, dans l'histoire de l'humanité. Ça a joué un rôle extrêmement important parce que quand au début de l'hiver on avait les réserves de grains puis les silos à grains qui étaient pleins, mais on avait la sécurité, quoi.
Et puis tranquillement, ça a dérivé aujourd'hui. On mange du pain, alors on dit juste du blé. On dit du blé, on sait plus ce que c'est. Le blé, c'est comme dire une fleur. Là. Il y a un paquet de variétés différents qui ont toutes leurs qualités, qui ont toutes leurs particularités, leur goût, leur couleur, comme un vin, quoi. Mais le blé a disparu. Là, ça commence tranquillement. On parle de blé du Québec. Bon, c'est grand le Québec, c'est quoi la variété, ainsi de suite. Moi, c'est ça que j'apprécie vraiment, sans être paysan. J'ai un lien extrêmement étroit avec le moulin de Promel, avec Gaël Paridance, qui est l'agriculteur en fait du moulin de Promel. Et puis ben on discute beaucoup je me renseigne sur l'état des champs, sur quelles sont les variétés de blé qu'il utilise, sur quelles sont les méthodes de mouture. Quand à un moment donné je prends un sac, puis là ça fermente bizarrement, je l'appelle, allô Gaël, il se passe quoi avec ce sac là? Là il regarde, puis d'un coup il se rend compte qu'il y a trop d'humidité dans le silo. Donc là, il corrige ça. Il y a vraiment une interaction. Donc c'est pas moi qui porte les deux chapeaux. Moi, je garde juste mon chapeau de boulanger. Mais cette intrication-là avec le moulin, avec la connaissance d'où proviennent les grains et tout ça, elle est là. Comme chez les boulangers paysans. Puis la panification au levain, qui est l'autre aspect central, puis le pétrissage manuel, ça c'est deux choses qui font toute la particularité du pain que je fais. Donc le levain en premier lieu, c'est une fermentation naturelle. Donc là on peut dire ok c'est beau, c'est naturel, mais oui c'est beau, c'est naturel. En fait, si j'explique rapidement, le processus qui se passe lors de la fermentation au levain, c'est le même processus qui se passe lors de la germination de la graine. Donc ça présente plein d'avantages. C'est qu'en fait il y a plein de réserves d'énergie qui sont stockées dans le grain, qui vont servir à nourrir le germe. Mais ces réserves d'énergie-là sont figées, en fait. Elles sont captées par notamment ce qu'on appelle l'acide phytique, qui capte les vitamines et les minéraux, et qui est, au fur et à mesure de la germination du grain, qui est désactivé, puis qui libère ce qui est nécessaire à la croissance du germe. Donc nous, quand on fait la fermentation au levain, on est vraiment en train de répliquer exactement les mêmes processus. Donc souvent on dit bon il faut manger les graines, pour manger les graines il faut les faire germer, là on les fait tremper dans l'eau. C'est la même affaire ici. Sauf qu'au lieu de nourrir le germe, ça nous nourrit nous. Alors quelle différence avec la fermentation à la levure? La levure c'est un champignon qui vient et qui se nourrit de l'amidon pour se développer, puis en contrepartie qui produit du CO2 qui fait gonfler la pâte. Donc et la conséquence de ça c'est qu'il n'y a pas d'acidification de la pâte. C'est pas du tout les mêmes processus qui sont en jeu. Dans le levain, le fait qu'il y ait des bactéries, en plus des levures naturelles, fait qu'il y a une acidification de la pâte. Et tranquillement, cette acidification-là vient activer toutes les enzymes qui font activer, par exemple, il y a les glutéases. Les glutéases, elles dégradent le réseau de gluten. Ça fait que si j'ai un réseau de gluten très fort, là, comme ça, là, je sais pas si on voit là, mais il commence à se déchirer. Ça, c'est parce qu'il est en train d'être... Les molécules de gluten, qui sont des longues molécules attachées, qui font le réseau élastique, sont en train de se faire manger par les glutéases, donc se décomposer en portions plus petites de gluten. Et donc, c'est plus digeste. Mais il y a d'autres choses qui se passent aussi. Tous les processus naturels qui font qu'il y a de la vie, quoi. Que c'est pas juste un champignon, quoi. Donc, voilà. Après, ça, c'est pour la fermentation. Puis après, il y a le pétrissage. Alors, le pétrissage... Que dire du pétrissage? Alors, à un moment donné, l'homme il a découvert la machine. Là, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire violence au monde. Puis que ça marchait. Mais bon, moi j'ai rentré un pétrin ici. Il est resté 3 jours. Je me suis dit non, quand même, faut que j'essaye. Mais parce que la production a augmenté. Puis là, je suis influençable aussi un peu. Fait que là, il y a des gens qui me disaient oh, il faudrait que tu pétrisses au pétrin. J'ai mis ma pâte dedans, je l'ai allumé, ça a fait du bruit, ça a senti la graisse. J'ai dit c'est quoi ce affaire-là? Je veux pas ça chez nous. Puis excusez. Puis je l'ai revendu. Voilà. Et en fait, le pétrissage manuel pour moi, c'est d'habiter mon corps, là, comme on disait tantôt, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais là encore, au niveau technique et au niveau du sens, ça a des avantages en fait. Parce que quand on pétrit, on vient oxyder la pâte. Puis cette oxydation de la pâte-là vient créer
des ponts disulfure entre les molécules de gluten qui viennent renforcer le réseau de gluten. Donc ça permet d'avoir un réseau de gluten plus fort, plus apte à gonfler, plus apte à tenir une belle miche bien ronde. Vous voyez, moi je les mets tout en moule maintenant parce que mon réseau de gluten il est pas très très fort. Mais du coup le pain est plus digeste. Il y a du monde qui écrivent du pain, puis c'est des nutritionnistes et tout qui écrivent du pain, sauvons le pain, quoi. Refaisons-en l'aliment central, l'aliment liant des communautés, liant au territoire et tout ça. Et pour ça, il faut refaire du pain qui est digeste. Il faut refaire du pain dont on sait d'où il vient. C'est pas juste une tranche sur laquelle est allée de la confiture, là. C'est comme une tranche de pain en graines comme ça. Hein. Il y a Léon au village, il part en randonnée, il emmène un pain, quoi. Et puis c'est fait. Et on a le sentiment de satiété, le pain est digeste, et puis il suffit de l'accompagner avec, je sais pas moi, un concombre et une tomate, et puis le repas est fait, quoi. Comment ma famille perçoit ce que je fais? Ben déjà, ils le perçoivent. Fait que c'est un cadeau. Je veux dire, moi je me rappelle, mon père partait au travail à Airbus. Il dirigeait des équipes, il était chef de programme de la 380, puis dans ma tête ça voulait rien dire. Je savais pas c'est quoi qu'il faisait, puis je pouvais pas visiter son lieu de travail, puis je pouvais pas... il y avait une déconnexion en fait. Là, ma fille elle vient, elle me voit là, bah oui tu fais du pain, mon petit bonhomme de 2 ans, papa, pizza. Fait qu'ils comprennent ce que je fais, c'est là, c'est tangible, c'est palpable, fait qu'ils reconnaissent, puis pour eux c'est normal. C'est normal, papa il fait du pain, puis là, ben oui, papa, il faut qu'il aille faire du pain, sinon les gens, ils auront pas de pain. C'est comme... Là, c'est... Fait que ce lien-là, cette reconnaissance, et ce lien avec mes enfants est super précieux, quoi. Je suis là, je suis accessible. Je suis pas dans un local au fin fond de quelque chose qui est en dehors de la communauté que je dois vaguement leur expliquer. Puis ça a été... Je sais qu'au niveau de ma reconversion, il y a vraiment eu un tournant à la naissance de ma fille, en fait. Ça a été un gros tournant, parce que bon, avant que ma fille soit là, donc elle est née en 2017, quand je sortais du travail, j'avais le temps et l'occasion de faire toutes sortes de choses qui me nourrissaient un peu comme des compensatoires à ce travail-là qui, corporellement, me faisait pas tant du bien, puis dont je questionnais beaucoup le sens, en fait, parce que je veux dire, au niveau... Bon, ça c'est mon ressenti, mais au niveau technologique, on a beaucoup de technologies, on a beaucoup de solutions, puis on en développe des nouvelles. Mais j'ai l'impression que l'enjeu de taille, il est plus au niveau politique, au niveau architecture de nos sociétés, au niveau du lien de nos communautés, de la mutualisation. C'est pas la peine de développer des chars électriques, il faudrait juste apprendre à plus prendre l'autobus, quoi. C'est un peu cette idée-là. Un exemple. Donc, voilà, davantage de... Je crois au être ensemble. Et puis rien qu'avec déjà les outils qu'on a aujourd'hui, mieux être là où on est pour avoir moins besoin, ressentir moins le besoin de se déplacer, de voyager à l'autre bout du monde. On peut juste habiter plus localement, plus notre territoire. Comment on fait pour être mieux ici, pour avoir moins l'appel de l'ailleurs, l'appel de la consommation, l'appel des nouvelles solutions technologiques pour répondre à un besoin qu'en fait on peut ne même pas avoir, si on prend le recul. Donc il y avait tout ça, donc le manque de sens. Et quand je rentrais le soir, donc avant que ma fille naisse, j'avais toutes des compensatoires, j'allais à des soirées de poésie, j'allais voir des spectacles de contes. Puis là, ben, je me retrouvais le soir, puis je voulais être présent pour mon bébé, je voulais être présent pour ma fille. Fait que là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était absolument nécessaire que ma journée me nourrisse. Qu'elle me nourrisse, puis que quand je rentre à la maison, mais je sois nourri d'une belle énergie et que je sois enthousiaste, en fait. Et là, j'ai vraiment commencé à ressentir la nécessité de changer. C'était même plus une envie, là, c'était rendu une obligation. Pour ma fille. Pour lui montrer que la vie c'est beau, quoi. Et puis qu'on peut faire ce qu'on aime, et puis qu'on peut rentrer à la maison et être disponible, et être plein d'amour. On n'est pas frustré de sa journée, et puis avec le besoin de... Ouais. Fait que ça a été ça. Et puis ça a pris 2017 à... On est quelle année là? Ça a pris du temps. Entre-temps, bon, je suis passé à temps partiel, j'ai commencé à donner des cours de yoga, il y a eu toutes sortes
Puis là, j'ai quitté complètement l'université. On est parti en voyage en France 3 mois, en van, on a fait le tour. Là, je suis revenu. Au bout de 6 mois, ben, financièrement, je suis retourné à l'université prendre un contrat à temps partiel. Là, c'est là que la boulange, le pain a démarré, est arrivé. Puis de fil en aiguille, j'en suis là. Là, aujourd'hui, je vis de ça. C'est mon revenu. J'en suis à l'étape de même créer des emplois, embarquer du monde, faire grossir ça, fait créer un milieu de vie, en fait. Créer quelque chose qui fait du sens pour moi, pour les autres et, euh, et donner. Donner, juste être et puis voilà, ça fait de la joie, ça regroupe. Transmission, c'est marrant ce mot-là, on dirait que peut-être j'en suis pas encore rendu là. Ce qui me vient, la transmission, en moi ça fait comme, non, coopération. Inclure des nouvelles énergies. Oui, je peux transmettre ce que je sais, je peux contribuer. Mais transmettre, je veux dire, c'est très modeste là ce que je fais, ce que je sais faire. J'ai pas la prétention d'avoir 40 ans d'expérience à transmettre, c'est très humble là. Je touille de la farine et de l'eau, puis c'est ça. Par contre, ce que j'aime, c'est quand là ce soir Lila vient, elle fait des pizzas, puis là. Elle a l'idée de faire une sauce piquante. Fait que là, elle fait une sauce piquante, elle fait griller les piments dans l'huile, toutes sortes de choses que moi, je sais pas, j'ai jamais faites. Fait que c'est plus en ce moment, plutôt que transmission, j'en suis à rassemblement. Partage, il y a tellement de choses que je ne sais pas et que les autres savent et qu'ensemble on peut construire un savoir ou une pratique collective, quoi. Je veux dire, Lila, elle est pas aussi bien que moi, sinon mieux, tu sais. C'est ça, j'ai appris juste un peu de pratique. Et en fait, c'est ça qui me... Plutôt que transmission, c'est constitution. Et constitution, là, j'ai l'image du four communal qui m'habite. Du four au centre du village, et ce four-là, il est là pour la communauté. Il est là pour la communauté qui utilise cette infrastructure-là, dont moi je me vois comme un gardien, j'assure sa bonne gestion, sa rentabilité, son existence, son maintien, sa fonctionnalité. Et puis après, une certaine production, et puis après, cette infrastructure-là, elle est là, et je veux qu'elle serve. Je veux qu'elle soit au service du rassemblement, du liant, quoi. C'est l'histoire du blé. Le blé qui lie, qui relie toute la chaîne agroalimentaire et puis jusqu'au consommateur, et puis qu'après ça fait des grandes fêtes, les fêtes des semailles, les fêtes des récoltes, et le fournil, il est là pour ça. Le fournil, c'est quoi? C'est juste un grand four dans lequel on rentre plus de quiche que dans le four à la maison. Enfin, que ça permet de nourrir tout le monde. C'est juste un four dans lequel on peut faire cuire plein de pain. À la maison, on peut en faire cuire un. C'est une infrastructure. C'est quasiment... Bon, là, ça s'appelle les pains d'Aurélien. Des fois, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je me suis pas creusé la tête 3 secondes quand j'ai choisi ce nom-là. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, mais... Le fournil, c'est avant tout le fournil du village. C'est un lieu que je veux qu'il soit contribuant au rassemblement, ou être ensemble, à manger ensemble, à des produits dont on connaît la provenance. Cuisiner ensemble, c'est un grand four, quoi.